seems protracted in France. But is this kind of dispute happening in other Western European countries? Alors, sur la question du voile et des burkinis, à ma connaissance, alors le débat, ça provoque des controverses politiques, des affrontements politiques sans doute très forts. Alors en France évidemment, dans une moindre mesure, pour autant que je le sache, en Italie et dans les autres États de l'Union européenne où des gouvernements nationalistes, radicaux, très conservateurs sont évidemment aussi xénophobes et islamophobes. Mais si on compare par exemple avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, il y a de ce point de vue-là une très grande acceptation en ce qui concerne le port du voile, et pas simplement d'ailleurs le port du voile, le port d'un voile même intégral qui, dans la rue, je ne parle pas d'espace public officiel, mais qui, dans la rue, sont parfaitement admis et ne suscitent pas, à ma connaissance, y compris pour des... alors, ça dépend du champ politique, mais n'ont pas suscité par le passé et jusqu'à présent de débats à ce point significatifs pouvant déboucher éventuellement sur la volonté d'une interdiction. For the debate around the bikini or the wearing of the scarf in European countries, in France, of course, the debates are particularly intense, and you can see in other countries such as Italy or some other now with some other nationalistic state with this can be a question in some other countries today, but the situation is quite different for a country like England, where the scarf is well accepted in the daily life, and even the integral burqa, and the people can wear this even in the street, and so it seems not that there's no evidence that this kind of practice is prohibited in this country. Juste un autre exemple, parce que je reviendrai sur les effets là aussi pervers pour la France. Le cas du Canada par exemple, où y compris au sein même des forces de l'ordre, les minorités religieuses, sikhs et musulmanes, peuvent, en tant qu'elles sont des forces de l'ordre, continuer à porter des signes religieux qui ne sont pas pensés comme incompatibles avec leurs fonctions officielles. Et ça concerne à la fois les Sikhs au Canada et plus spécifiquement au Québec, et ça concerne également les musulmanes, femmes, qui peuvent tout à fait porter dans des fonctions officielles qu'elles assument un voile. Well, another example of this kind of religious sign tolerance or acceptance is in Canada, where even the police, which is the garant of the public order, while the officials can wear apparent religious sign for the Muslim women, of course, and for other confession too, such as the Sikh, they can wear, of course, the ribbon as they serve in their official functions. Et alors, le paradoxe, entre guillemets, mais c'est tout sauf un paradoxe, c'est que ce type d'exemples sont désormais mobilisés en France, non pas comme la preuve d'une nécessaire tolérance à l'endroit de celles et ceux qui ont une autre religion, mais exactement à l'inverse, comme la preuve d'une faiblesse de ce type de comportement qu'il ne faut surtout pas imiter en France, parce que cela reviendrait à céder devant, entre guillemets, les musulmans, et cela contribuerait donc à ce qui est aujourd'hui un discours très commun, au fond, à précipiter l'islamisation de la France. Well, as a kind of paradox to this kind of example, as they are perceived in France, that they are cited as some counterexample, not as some religious tolerance example to follow,
but the sign of the weakness of the public order. So they are presented in some French opinions as the sign of Islamization that you should, with all your force, to prevent. Juste un exemple sur ce point parce que c'est un journaliste qui s'exprime très régulièrement dans l'un des plus importants journaux conservateurs français, à savoir Le Figaro, et qui reprend justement ce type d'exemple, Grande-Bretagne, Canada et États-Unis, pour alimenter la thèse selon laquelle l'Occident, pour employer ces catégories, est justement en train de perdre face à l'islam des batailles absolument essentielles. Et lui appelle, évidemment, face à ce qu'il considère comme des faiblesses des politiques publiques au Canada et en Grande-Bretagne en particulier, à un durcissement très important de la législation, d'une part à l'endroit des musulmans et d'autre part, évidemment aussi, à l'endroit des migrants en général. Well, such kind of arguments are used by some journalists. Well, he gave an example in some of major conservative media such as The Figaro, and citing the example of Canada or England as the example of what he called the Occident, the West, losing their battle against Islam, of course, and they just use this kind of argumentation to promote some new legislation to more regulate and control in the public policy making, to prevent what we call Islamization. Because interestingly, I got one angle through this dispute from Turkey. The Turkey, the Kemalist secular Turkey, hijab or headscarf is prohibited from university campus and the parliament. But they struggle to get in there, and they cite the Western country like UK or Canada maybe, because their experience saying that is what a liberal secular country should be. You know, so it's much better than the Kemalist Turkey. So this sounds that France are more closer to Kemalist. Right. Okay, my second question is, you mentioned Islamophobia in France, but also I think the xenophobia also toward not limited to Islam as a religion, but also, for example, like Roma. Yes, Roma. Yeah, and also when we talk about Sub-Sahara, then Sub-Sahara, so-called black or Negro, many of them are already Christian or Catholic Christian. So then probably the issue should be race than religion. So if these subjects are all under certain xenophobia, then probably it's not simply religious. Alors, sur cette question, oui, ce n'est pas ou l'islamophobie, ou la xénophobie, ou la romanophobie, ou la peur de l'étranger en tant qu'il est d'origine africaine. C'est effectivement une combinaison de tout cela.
sans doute en partie lié à ceci que, pour des raisons à la fois, entre guillemets, disons, académiques, universitaires et, disons, dans ces termes scientifiques, et pour des raisons politiques, sauf à s'exposer à une condamnation à la fois politique et publique presque immédiate, il est aujourd'hui en France presque impossible de mobiliser des caractéristiques ethnico-raciales. D'où l'avènement de ce que certains ont appelé un racisme différentialiste et culturaliste, où l'autre est stigmatisé non pas tellement parce qu'il est supposé appartenir à une race inférieure, mais où l'autre est stigmatisé en tant qu'il est supposé appartenir à une culture et ou une religion différente. Je n'ai pas bien compris le propos, à vrai dire. Mais bon, donc, si je comprends bien, c'est que Monsieur Joe précise que ce n'est pas nécessairement. Vous dites c'est une combinaison de tous ces éléments, oui. Mais ensuite, le second point. Le second point, c'est que, pour aller très vite, globalement, après 1945, c'est impossible de mobiliser. C'est impossible globalement de mobiliser des arguments ethnico-raciaux, notamment pour des raisons entre autres. Voilà. Donc on assiste à l'avènement de ce qui a été qualifié par certains d'un racisme culturaliste et différentialiste, où le stigmate n'est plus l'appartenance de l'autre à une race inférieure, mais où le stigmate porte sur l'appartenance de l'autre, c'est ça, à une culture différente et ou à une religion différente, ce qui permet de combiner différents stigmates justement, en échappant à l'accusation de racisme. Bien sûr, bien sûr. Well, sure, it's not necessary to precisely say it's xenophobia or Islamophobia. It's a combination of all these different elements or factors. But in France, generally, after the war, it's prohibited. It's no longer possible to use any kind of ethnico-racial argument to validate any kind of discourse. So they tend to use another kind of some core. It's culturalist argument, which are no longer saying that the other belongs to an inferior race, but to a different culture or different religion. So that's maybe the essential. Which is incompatible with our value. This is what the culturalist. Yes. Not only a different culture or religion, but some which incompatible culture with our own culture. And our means Western, Christian, and white. Un exemple pour illustrer cela, un des points de différence par exemple, et les effets politiques sont significatifs, à l'extrême droite entre Marine Le Pen et son père. Au fond, son père continuait, dans un contexte qui avait radicalement changé, à tenir des discours de type raciste classique et s'exposer par là même à une stigmatisation et politique et médiatique et éventuellement des sanctions électorales. Sa fille, pardon, et juridique, évidemment. Sa fille a très bien compris ça et lorsqu'elle s'en prend à des étrangers, elle et toute une série de militants d'extrême droite et aujourd'hui des Républicains s'en prennent à des étrangers non pas en tant qu'ils appartiennent à une race inférieure, mais en tant que justement leur dangerosité supposée est indexée sur l'étrangeté de leur culture et ou de leur religion. Ce qui permet de tenir des discours xénophobes, islamophobes, romanophobes, en échappant complètement à l'accusation de racisme et éventuellement à ses conséquences politiques, sociales et juridiques. Well, another example to illustrate this kind of evolution is that, you know, one of the far right political force, which is nowadays well, between the father and the daughter, now who is the leader of this political force, the father tends to have this kind of traditional racist mindset. So
he was constantly sanctioned politically and in the media, or even by the law. But his daughter, the daughter, has clearly understood the situation, so no longer use any kind of racial argument, but the culturalists which which differentiates the other by the queerness of the culture that the other is supposed to have, and the incompatibility with main culture. One comment. Yeah, one comment. I'm thinking of the significance of camp. Yes. Retention center camp. Let's think of the 20th century great American immigration. Okay? They accept, first the European countries from different areas through the First and the Second World War, and then after that the Cuban in the early 60s, and the Vietnamese on the mid 70s. Now we somehow talk about it. That era has gone. Now that kind of great immigration era has gone. But on the other hand, what I experienced in Uganda received thousands of refugees from South Rwanda, South Sudan, and Democratic Republic of Congo, and then they don't have camp. Some UN praise Uganda for that kind of generosity. I visit, those kind of refugees are just mixing with other Ugandan in slum, but they're not in camp. So they can earn a living and go to school or find a job. They're free to go. Just like the great American immigration. The first half and the middle century of the 20th century. Of course, there's a lot of sociological issues of, for example, like street gangs based on different ethnic immigrants or something like that. But then that's a part of American history, and then that is also the 20th century forming the strength of that nation. On the other hand, the camps sometimes, very often, are associated with not immigrant or refugees, but denaturalization of citizens. On Europe, we find, of course, the Jew of Germany is one notorious example, but also some Italian or maybe France, from reading from Giorgio Agamben's What is a People, during the war, they have come to denaturalize those already their citizens, but they doubt, probably they have an origin of now current enemy. And that's also the case of the 120,000 U.S. citizen, which is originally from Japan. Right. So actually, the camps are really associated with this kind of things, and then it reminds us that at the other time, for example, like during the Second World War, the American allergy toward Asian represented by Japs, like today's Islam. Phobia, something like that. So I think maybe refugee immigration, but not in the form of camp or detention center, maybe worth consider whether that era has been finished or something.
or whether it's not possible, just like to revive, just like the 20th century United States. That's just my comments. And I wonder, the detention center you mentioned here, how is their lifespan? How long they will stay? And how is these people in the detention center finally will become, mixed with the citizen or otherwise deported? Yeah. Alors, je partage une partie de ce que vous avez dit. Sur la durée de la détention en France et plus spécifiquement, cette durée de la détention a considérablement augmenté. Elle est en moyenne aujourd'hui de 14 jours. Cette durée de la détention se conjoint, ou se conjugue plus exactement, avec un renforcement très spectaculaire des expulsions, et notamment d'expulsions dans des pays qui sont pourtant considérés d'un point de vue de la situation qui est la leur, avec des conséquences juridiques significatives, des pays qui sont considérés pourtant comme des pays où sévit une violence généralisée de haute, voire de très haute intensité, et où pourtant, à la fois les autorités françaises et éventuellement d'autres autorités des États membres de l'UE entendent expulser les ressortissants de ces pays. Exemple, des ressortissants afghans, alors que c'est la position, par exemple, d'une part du HCR et d'autre part de la Cour nationale du droit d'asile en France, qui considère qu'au regard d'un certain nombre de dispositions juridiques, tous les ressortissants qui viennent de pays confrontés à une situation de violence généralisée, ça concerne l'Afghanistan, la Somalie, l'Érythrée, le Soudan, entre autres, ces ressortissants ne devraient pas pouvoir être expulsés dans leur pays d'origine, mais devraient pouvoir bénéficier donc d'une protection internationale. Well, as for the time that generally the migrants should stay in a retention camp, now the statistic is 14 days in general. And with intensification of the Deportation. Kind of deportation, which is 遣返其实是 and even to some notably dangerous countries such as Afghanistan, which are clearly country of the accommodation made by many authorities for the refugees, since the countries such as Afghanistan or Somalia or Sudan are considered as some of the most difficult country, and the refugee from this country should benefit some more protection, not this country. Alors, peut-être est-ce un élément du débat, mais le recours au camp d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale et au processus de privation de la nationalité acquise par les Japonais aux États-Unis, des Juifs français naturalisés tardivement en France et dénaturalisés par le gouvernement Vichy, l'ensemble de ces éléments s'inscrivait dans le cadre donc de la Seconde Guerre mondiale qui, à l'évidence, était une situation d'exception. Ça ne justifie pas les pratiques, ça permet néanmoins d'en comprendre l'origine. Or, la différence avec aujourd'hui, c'est que justement, nous ne sommes pas dans une situation comparable, nous ne sommes pas proprement parlé dans une situation d'exception, et on assiste néanmoins, et c'est ce qui me semble là très nouveau, encore une fois, à un processus, je reviens à ce que j'ai pu dire ailleurs, un processus d'extension-banalisation de dispositions d'exception qui sont en partie détachées de leur origine historique exceptionnelle et qui, étant arrachées justement à ces origines exceptionnelles, peuvent être d'autant plus mobilisées à l'encontre donc de ces étrangers, d'où le phénomène d'extension et de banalisation du recours au camp d'internement pour étrangers au sein, entre autres, de l'Union européenne. Well,
as to the comparison or the comparative for this retention or detention account, as the example that you have cited for the Second World War, the treatment the Japanese have suffered in the United States with the Jews in Germany. Well, that could be a subject of debate, but there's a fact that we were in a war situation, which is a kind of a peculiar and exceptional situation, and that's the main difference with today, since that makes the situation incomparable, because we are not in an exception, in a situation of exception, and on the contrary, it tends to banalize, to generalize, and to make it common, this kind of procedure or process dealing with the foreigners in the area of the world which are not in an exceptional situation. Other question? Yeah. I very much agree with the landscape that this article how it depicts the situation in Europe, but I would like to talk also about the possible solutions that you consider for this problem, because I think that all this great replacement crazy idea, which is completely out of reality, and the truth of the degrading treatment that the immigrant has, and the truth of the structural discrimination, all of them are influenced by economic issues. On the one hand, we have the economic issue that economic inequality between countries will stay there for a long time, so this influx of immigrants is going to continue as long as the huge gap in economic welfare exists. So what is the solution to a phenomenon that doesn't seem to have an end, at least in the mid-term? Because if you have a lot of incoming immigrants and you want to treat them with respecting the human rights, treating them in a human way, avoiding these refugee camps and deportations and so on, you need to invest a lot of money, not only in giving them the space to live, the education to speak the language if they don't speak it. In France you are lucky because a lot of the immigrants that go to France speak French, but in Spain, for example, we only have immigrants from South America who can speak Spanish, or immigrants from Morocco, or immigrants from Sub-Saharan Africa, or immigrants from Asia. All of them need to be, let's say, introduced to the society by first teaching them the language, giving them an accommodation to live while they learn the language, and food, and so on. So, and I believe that people is against this expand in immigrants, especially after the economic crisis, and that is why increase the hatred against the immigrants so much. Because, for example, I don't see that hatred so much in Spain against South Americans. Because they come here, they already speak the language, they can start working immediately. They can start managing their lives, so we don't need to worry too much about them. Also, we share religion, and we share a lot of cultural things, right? But indeed, as Professor Chun already mentioned, it's not only about religion, because also Black Africans are hated or discriminated in the same way, even if they are Christians. So what they look here is poor immigrants. People don't like poor immigrants coming because they will suck the resources. People in Spain criticize very much how immigrants are
taking all the social aid from the state, and Spanish people, white and Christian, are being refused by the state because there is no enough funds to aid all of them. So economically, how to adopt a